Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver pour décrypter les sujets que nous avons retenus pour le compte de ce numéro en compagnie des confrères. Nous allons, Mesdames et Messieurs, ce soir débattre sur trois principaux sujets. Le premier est relatif aux 56 ans d'indépendance du Togo. Nous ferons le bilan de ces 56 ans d'indépendance. Puis en seconde partie d'émission, nous reviendrons un tout petit peu sur la crise qui perdure au sein du comité d'action pour le renouveau et nous finirons en toute beauté, mesdames et messieurs, avec cette réconciliation organisée par le président togolais Faure Essozinamia Simbe et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, en vue de réconcilier les deux chefs, le président béninois Yahi Boni, l'ex-président béninois Yahi Boni et l'actuel président Patrice Talon. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Également sur ce plateau, Jérôme Sessou, directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Jérôme, bonsoir. Oui Daniel, bonsoir, très cher confrère Ibrahim. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Voilà, le décor planté, mesdames et messieurs, nous allons aborder cette émission avec ce tout premier sujet. Nous disons que le Togo va célébrer dans quelques jours le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Après un peu plus d'un demi-siècle d'indépendance, que peut-on retenir de la gestion de l'État togolais ou des acquis du peuple togolais? C'est pour cette raison que nous avons convié les confrères Ibrahim Acha et Jérôme Sessou. Ibrahim, nous allons commencer avec vous pour nous interroger un peu sur ce bilan de 50 ans, de plus de 50 ans d'indépendance que nous avons au Togo. Est-ce qu'on peut dire qu'il est positif ou négatif? Je dirais que c'est un bilan mitigé, en ce sens que nous n'allons pas dire que tout est rose au Togo. C'est vrai que le Togo est un État indépendant et nous avons eu notre souveraineté et nous l'assumons. Et la preuve, nous avons à la tête de notre pays un président de la République élu par les Togolais et en dehors de ça, un gouvernement qui est formé par ce même président de la République qui n'a pas d'ordre à recevoir de l'extérieur. Et nous avons un peuple épanoui, un peuple libre, un peuple qui vit en harmonie avec la constitution togolaise et non en harmonie avec une constitution autre que celle togolaise. Et nous dirons que nous avons un État indépendant, un État libre et au sein duquel tous les Togolais s'affirment et continuent par poser leur pierre pour l'émergence de leur pays. Et je dis mitigé aussi parce qu'il faut voir le côté qui n'a pas marché. C'est là où nous dirons que l'économie togolaise n'est pas bien portante, en ce sens que jusqu'à alors, nous avons des pesanteurs qui font que les opérateurs économiques dans notre pays n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et quand nous prenons même le budget de l'État, ce n'est pas un budget aussi conséquent pour amener à satisfaire tous les besoins des populations. Donc il y a un travail sérieux à faire. Et ce travail qui doit être fait, c'est que les Togolais prennent conscience des enjeux mondiaux, et notamment le cap de l'émergence que nous nous sommes fixés. Il faudrait qu'on travaille en tenant compte de ce cap, de cette vision, et en proscrivant bien évidemment des comportements répréhensibles, des comportements qui ne sont pas de nature à positionner notre pays. Je parlais de la corruption. Vous savez que la corruption est endémique dans notre pays. Nous le dénonçons toujours parce qu'il y a certains compatriotes qui confondent les caisses de l'État à leur propre poche, et ça fait que c'est beaucoup de milliards qui sont pillés à longueur de journée ou bien à longueur de l'année, et ces milliards qui sont pillés, vous serez vraiment surpris, ne sont pas des milliards qui sont investis à l'intérieur, qui sont investis dans des paradis fiscaux. Et c'est ça aussi qui sape le développement de l'Afrique. Et vous verrez qu'il y a véritablement un contraste au sein de la population. Il y a une minorité qui est immensément riche, qui thésaurise l'argent, et une majorité qui croupit dans la misère et qui n'arrive pas à tirer son épingle de jeu. Et ce serait dommage, avec près d'un demi-siècle d'indépendance, normalement les Togolais devaient jouir des fruits de leur travail, et surtout
que les autorités devaient regarder beaucoup et aller vers la redistribution équitable des richesses du pays. Les Togolais doivent avoir le sentiment d'appartenir à cette nation et d'en tirer aussi profit. Voilà. Jérôme Sosso, 56 ans d'indépendance. Que peut-on retenir? On parle de l'indépendance du Togo. Je me pose toujours la question de savoir si véritablement le Togo est indépendant. À mon avis, non, je ne le crois pas du tout. Même si vous parcourez le territoire togolais, je crois qu'il y a plein de concitoyens, de mes concitoyens qui le disent, dans la mesure où politiquement, économiquement, socialement, sportivement, le Togolais n'est pas aussi épanoui, n'est pas aussi libre qu'on pourrait le souhaiter. Et donc, à mon avis, le Togo n'est pas encore du tout indépendant. Et ce qui me réconforte, c'est dans ma position que tout se fait comme si on veut faire plaire à l'extérieur. Ceux qui gouvernent le pays veulent plaire à l'extérieur. Au lieu de plaire aux Togolais, au lieu de plaire aux Togolais, si véritablement ce sont les Togolais qui votent pour eux. Et je me rappelle de ce que une autorité disait. La dernière fois, les Togolais crient que ça ne va pas, que elles autres sont contentes, sont joyeuses parce que la communauté internationale sait qu'ils font bien dans le pays. S'ils faisaient bien, on n'allait pas crier. Oui, c'est pour ça que je me suis posé la question de savoir si c'est l'extérieur qu'on gouverne ou c'est le pays qu'on gouverne. Voilà. Sinon, on devait tout faire pour que le peuple togolais soit véritablement à l'aise. Prenons le cas de l'économie dont parlait tout à l'heure mon très cher frère, ami Ibrahim. Mais quand on est indépendant, je crois qu'on doit manger à sa faim. On doit aller à l'école, on doit se faire soigner, on doit avoir le minimum vital. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, on en a? On n'en a pas. Le Togolais souffre sérieusement dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Ça ne va pas du tout. Et je suis d'avis que M. Faure Gnassingbé devait être conscient de ce qui se passe. Sauf que jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à trouver des solutions efficaces et durables pour quand même régler ces problèmes. Si véritablement le Togolais ne mange pas sans fait, si le Togolais ne se fait pas soigner dans ses hôpitaux, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Si le Togolais ne se réjouit pas parce qu'il y a le sport qui se fait, puisque le sport donne du plaisir. Voilà. Si culturellement rien ne se sent sur le terrain, où est l'indépendance? Où est l'indépendance? Si à chaque fois, quand on veut faire quelque chose, on doit quand même s'appuyer sur l'extérieur, on attend que les bailleurs de fonds viennent soutenir le Togo, alors que le Togo lui-même a suffisamment de ressources minières qu'on pouvait quand même exploiter pour donner cette vie et décente au peuple togolais. Si on n'arrive pas à le faire, si chaque fois c'est l'extérieur qui doit quand même soutenir le Togo, alors qu'en réalité, toutes les ressources minières sont exploitées et qui profitent à la minorité, à la coterie minoritaire, dont le chef de l'État lui-même a dénoncé avec la dernière rigueur, sans que véritablement qu'ils ne prennent pas des mesures pour mettre fin à cela. Quelqu'un s'amusait à nous dire la dernière fois qu'en 38 ans, le père de Faure Gnassingbé a fait peu de milliardaires, qu'en moins de 10 ans ou 11 ans, M. Faure Gnassingbé a fait tellement de milliardaires. Voilà. Donc, on va où? Voilà. Où est l'indépendance dont on parle maintenant? Voilà. Et Ibrahim, vous annonciez, vous parlez entre-temps de la corruption qui gagne même l'économie togolaise. Aujourd'hui, on nous parle aussi d'une croissance de 6%, mais cette croissance n'est pas ressentie dans le quotidien des Togolais. Oui, effectivement, cette croissance, nous avons plutôt l'impression que cette croissance n'est pas ressentie dans le quotidien des Togolais, mais quand vous fouillez un peu, vous verrez qu'il y a des secteurs où la population arrive à tirer quand même son épingle de jeu. Je voulais parler du secteur de l'agriculture où il y a des investissements au plan national pour amener les producteurs à booster leur productivité et aussi à
accroître leurs activités champêtres. Vous savez qu'il y a un programme aussi concernant l'agriculture qui doit amener les agriculteurs à devenir des entrepreneurs. Voilà des domaines où il y a quand même des choses qui bougent, mais c'est seulement que ça ne se ressent pas pour le moment parce que le gouffre est très profond. Vous savez que le Togo revient de très loin et tout ce qu'il y a à faire comme sacrifice, je ne vois pas tout de suite cela pouvoir avoir des retombées immédiates pour que cela soit visible. Mais en 10 ans, on peut avoir quelque chose, on peut avoir des résultats parce que quand on circule un peu à Lomé, le panier de la ménagère, tout est pratiquement cher. Hein, la vie est dure. Ce que dit mon confrère Jérôme Sossou, qui est un ami, je le rappelle, et c'est vérifier en ce sens que partout où vous passez à Lomé, c'est la misère. Tout le monde crie que ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Et c'est là où il faut chercher maintenant les sources du mal. Et la source du mal, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous avons mis dans nos esprits la politique de l'assistanat. Et il s'est fait que, avec les nouvelles autorités que nous avons, il faudrait plutôt injecter dans des secteurs porteurs, dans des secteurs où la population trouvera beaucoup plus de ressources que de lui donner de l'argent directement comme ça. Ça se faisait autant des moments. Est-ce que ça a un impact maintenant aujourd'hui? Ça a un impact parce que quand vous prenez les programmes développés au niveau du gouvernement, je vais parler des programmes pilotés par le ministère du Développement à la base, il y a un effort de l'auto-emploi maintenant et il y a beaucoup de fonds qui sont destinés à la jeunesse. Quand je prends la GRICEP, qui est un fonds destiné aux jeunes qui veulent s'initier dans l'agriculture, qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de financements qui ont été octroyés aux jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent à se prendre en charge avec les fermes avicoles ou bien même des petites unités de production mais beaucoup de personnes décrivent aussi ce système avec le ministère du Développement à la base. Non, une chose est de dénoncer, mais l'autre chose aussi est de faire un travail sérieux et un travail minutieux. C'est le travail sérieux consiste à donner des roues en plein 21e siècle à des cultivateurs, des roues à des cultivateurs, alors qu'on sait aujourd'hui que l'agriculture est mécanisée. Est-ce que c'est un travail Oui, la mécanisation, monsieur Daniel, ça ne se fait pas de façon hasardeuse. Vous savez qu'il y a des études qui doivent être faites, qui doivent être menées avant d'aller vers la mécanisation. Ici, nous avons des sols qui, à mon avis, et c'est ce que certains experts ont eu à dire, qui ne sont pas adaptés aux tracteurs dont vous parlez. Vous savez qu'il y a une couche d'humus, la couche fertile là, qui peut être superficielle, mais quand vous amenez le tracteur et que vous passez là-dessus, que ça commence, ça renverse automatiquement la structuration même du sol. Et ça crée un sérieux problème. Donc, quand on donne des dabas, des roues et autres là, je suis conscient que cela ne peut pas nous amener vers une plus grande productivité en matière d'agriculture. Mais en revanche, quand on va vers les petites structures de maraîchage ou bien les petits champs à la taille des ménages et des familles, vous savez que nous avons une agriculture de subsistance et non une agriculture destiné à l'exportation. Donc, avec les roues mais on exporte aujourd'hui, parce que même le maïs au Togo, aujourd'hui, on parle de production excédentaire, au Togo, on arrive un peu à avoir ce grain de maïs. Il y a de grands groupements qui utilisent les tracteurs. Quand vous allez, il suffit seulement de vous déplacer, vous allez un peu vers l'extérieur du pays, autant pour moi, vers la zone septentrionale. Même dans la région maritime, il y a des groupements qui utilisent des tracteurs. Et quand vous allez, c'est sur des grands hectares et c'est sur des grandes superficies. On vous parlera de 50 à 100 hectares que les gens exploitent dans notre pays. Vous n'allez pas dire que c'est avec des roues et d'abat que ça se fait, non. Avec le groupement, c'est avec des tracteurs, c'est avec aussi l'appareil, disons, le matériel qu'il faut pour pouvoir aller vers une agriculture, en tout cas beaucoup plus économique, une agriculture tournée vers l'exportation. Voilà, Jérôme Sossou, je m'appesantissais un tout petit peu sur le bilan économique du Togo. Je disais que cette croissance n'est pas ressentie dans le vécu quotidien des concitoyens. Et ça, c'est l'impression que vous avez également. Mais Ibrahim,
il se défendait. Non, je ne me défends pas. Il se défendait pas mal. Je ne me défendais pas. C'est la réalité. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il mange à peine. Hein. Il mange à peine. Franchement, il faut qu'on se le dise. Il veut faire plaisir, peut-être. Non, il ne veut pas faire plaisir. Il veut défendre ce qui ne peut pas être défendable. Mais il tente de le faire. Comment vous allez dire je ne mange pas? Quand Ibrahim va arriver à la maison tout à l'heure, il va tirer le diable par la queue. Il est quand même bien costaud. Non, mais sa forme est trompeuse. C'est simple. Moi, ce dont je suis très sûr est que quand vous arrivez sur le marché, le maïs coûte très cher. Le sucre, le riz, la farine, tout est très cher maintenant. La tomate, l'oignon, le piment, n'en parlons pas du tout. Tout est véritablement très cher. Et malheureusement, on ne trouve même pas de l'argent pour s'acheter ces produits de première nécessité. Malheureusement, on nous parle de l'excédent. À chaque fois, on dit on a l'excédent dans l'agriculture, dans la production agricole, qu'on a envoyé l'excédent à l'extérieur. Au même moment où on cherche à manger du maïs sur le territoire, on n'en trouve pas, on parle de l'excédent. Mais ça, c'est quelle blague ça? Donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion à 56 ans. Je ne veux même pas parler. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de gestion. Il y a la mauvaise gouvernance qui sévit dans tous les domaines dans ce pays. Voilà. C'est tout. On ne sait même pas. Je crois même qu'on a tendance de gouverner de façon hasardeuse. On veut faire si le Togolais est naïf, il accepte. Si le Togolais est bête, il accepte. Quand le Togolais ne veut pas être bête, il réagit un tout petit peu. Quand on lui envoie quelques gaz lacrymogènes, il se tait, se retire. Et puis c'est comme ça qu'on continue de gérer ce pays. Jusqu'à quand et jusqu'où on va avec cette méthode, alors que nous sommes véritablement au 21e siècle, où le monde file plus que notre respiration même. Et je crois que fondamentalement, ceux qui gouvernent ce pays-là doivent quand même changer de méthode de gouvernance au risque de faire exploser ce pays un jour. Parce qu'on a toujours dit, l'adage l'a toujours dit, le ventre à Paris n'a point d'oreille. Lorsqu'on serait plus affamé que ça, je crois que les gaz lacrymogènes ne nous diront plus rien. Arriver sur le marché, vous allez voir. Et malheureusement, il n'y a pas, comment appelle-t-on, l'augmentation du salaire. Il n'y a rien qui se fait au niveau de la fonction publique pour quand même donner satisfaction à ce peuple-là. Si maintenant on dit mais il y a eu des efforts, on nous a parlé avec la synergie, ils ont eu certains acquis. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les 40 000 francs, il y a des gens qui n'ont jamais eu ça jusqu'à ce jour. Je vous dis une vérité absolue. Il y a des gens qui n'en ont jamais eu jusqu'à ce jour. Et où on parle de 30 000 francs. Regardez un peu la situation des retraités. Regardez, on avait supprimé entre-temps la loi même qui favorisait lorsque quelqu'un qui va nouvellement à la retraite peut prendre quelque chose pour un temps. On a supprimé cette loi-là à l'Assemblée, alors que l'Assemblée nationale, les députés là, se donnent de l'argent pratiquement tous les jours. Où est-ce qu'on va avec ça? Moi, lorsque vous me parlez de comment appelle-t-on, un taux de croissance de 6%. 6%, effectivement. Mais circuler dans les foyers, dans les ménages, pour voir le panier de la ménagère, pour voir ce qui se passe. Je vous assure, il y a tellement de choses, C'est vrai que nous sommes dans la capitale. Notre situation est beaucoup plus meilleure par rapport... Aller vers l'intérieur du pays, progresser un tout petit peu, et vous allez vous rendre compte de tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. La misère, la vraie misère, elle est tellement ambiante, elle est devant toutes les portes, et à chaque seconde, elle tape à la porte. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, mais comment expliquer ça? On sait que le Togo a beaucoup de richesses. Nous avons un port en eau profonde avec un troisième quai. Nous avons, nous avons du phosphate avec une régie commerciale en France. Mais comment expliquer mais c'est simple, Daniel, c'est simple. Le chef de l'État même l'a reconnu. Il nous a dit dans ce pays qu'il y a une coterie minoritaire qui s'accapare des biens. Je suis sûr que lui serait à la tête de cette minorité. Ça fait il nous a dit par la suite qu'il y a la surfacturation dans l'administration, il y a la corruption, il y a ci, il y a ça. Et je ne sais pas quel effort
on est en train de faire pour quand même voilà. Mettre fin à tout ça. Ibrahim Acha, à votre regard de journaliste, est-ce qu'il y a des efforts dans ce sens pour quand même assainir les finances togolaises, l'économie togolaise de manière générale? Est-ce qu'il y a des efforts en tant que journaliste, que le regard que vous portez sur? Oui, mais avant de revenir, vous allez voir rebondir. Voilà, on va y aller rapidement. Il y a des petites choses à dire pour voilà. Peut-être pas regarder. Vous êtes bien costaud en tout cas. Juste pour dire à mon confrère. Voilà. Au fait, quand on parle de la gestion du pays, il est bien vrai que le gouvernement doit travailler, doit faire un effort pour qu'il y ait des ressources disponibles pour la population. Mais cela ne voudrait pas dire que ça doit être une politique d'assistanat où on va déposer de la nourriture à quelque part et chaque citoyen irait prendre de la nourriture chaque matin. Pas, mais dans les pays développés, ça se fait. Oui, mais nous avons plus de richesses que cela. Heureusement que vous avez bien dit que c'est dans les pays développés. Ici, nous sommes sous les tropiques où la gestion est tout autre. Et donc, comme les pays sous les tropiques donnent parfois de l'argent à l'extérieur. Ah oui, ça dépend. C'est le paradoxe. Ça dépend. C'est le paradoxe. C'est un gouvernement. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit avec les autorités togolaises. Si, ça se fait. On a fait des dons aux Japonais. Bien sûr. On a fait des dons aux Japonais. Mais il était là. Et pourquoi ce don a été fait? C'est pour soutenir les Japonais et en retour. Est-ce qu'ils ont besoin de la dernière fois, même le Togo a donné 50 millions à la Côte d'Ivoire pour cette histoire. C'est la solidarité africaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de cet argent? On n'a pas besoin. Est-ce que la Côte d'Ivoire? On n'a pas besoin d'être riche avant de donner. Vous avez fait la Côte d'Ivoire et vous vous rappelez Alpha Blondy qui a fait un chèque de 12 millions à Houphouët-Boigny. Mais c'est à l'occasion de son anniversaire. Ah oui, c'est autre chose. Ça vous fait plaisir. Non, mais c'est autre chose. Voilà. Et donc, si le Togo donne 50 millions ou bien 100 millions au Japon, c'est parce que le Japon était frappé par un tsunami. Voilà. Et donc, dans l'urgence, l'argent que le Togo avait donné au Japon pouvait servir à faire quelque chose, du moins à acheter de l'eau potable pour la population sinistrée. Ça pouvait se faire. Voilà. Et donc, il faut être humain pour pouvoir le faire. Oui, mais chez nous, on a des problèmes. Il y a eu des mois en Mango, on n'est pas allé soutenir ces personnes également. Il y a les autorités togolaises qui sont allées au chevet. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ils sont allés au chevet des malades. Il y a des prises en charge. Il y a des prises en charge sanitaires. Je ne coupe pas. Nous ne disons pas que les autorités togolaises les autorités togolaises font assez. Maintenant, quand nous revenons sur le plan management même de l'État, c'est là où il a parlé de la corruption qui sévit dans le pays et le chef de l'État. Et vous reconnaissez qu'elle existe? Elle existe. Elle existe. Et vous savez que je fais partie des journalistes qui sont critiquent effectivement quand il s'agit de la corruption. Je dénonce avec la dernière vigueur tout ce qu'il y a comme corruption dans le pays. Parce que c'est ça qui sape le développement dans un pays. Et quand il dit que le chef de l'État a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité qui croupit dans la misère, mais le chef de l'État l'a dit. Et il dit que le chef de l'État est au sommet de la minorité. C'est là où il a fait erreur. Parce que s'il était au sommet de la minorité, je me suis posé une question. Avoir un regard je me suis posé une question. Un regard objectif sur la société. Non, je me suis posé une chef de question. l'État est au-dessus de la mêlée et il a remarqué quand même que dans la société togolaise, il y a deux. Et il en fait quoi? Et ce qui est intéressant dans cela, il ne s'est pas arrêté seulement à la déclaration. Il ne s'est pas arrêté seulement au constat. Mais il n'a arrêté personne. Jusqu'à présent, on nous a présenté personne qui. Le Togo ne fait pas. On va nous parler de les autorités togolaises ne font pas du bruit autour des actions. Alors, mais les Togolais doivent. Et je vais vous donner des exemples pour vous dire qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Quand je parle, lui-même il venait d'évoquer l'OTR. L'OTR, c'était pour freiner tout ce qu'il y avait comme... L'OTR, c'est même plus de bordel aujourd'hui. Et je vais vous faire des confidences. Il y avait, au temps où les deux régies étaient séparées, il y avait une régie dont les recettes n'arrivaient pas à certaines fins du mois. On ne voyait même pas de recettes. L'argent était dilapidé et comme vous savez, les gens sont très... Mais aujourd'hui, est-ce que le travail, par exemple, est-ce que le travail de l'OTR est satisfaisant aujourd'hui? Parce que ce qu'ils nous ont présenté... Nous n'allons pas dire que c'est pas satisfaisant parce que... Nous n'allons pas dire que le travail est satisfaisant. Il y a des casseroles que l'OTR traîne et vous savez que de temps en temps, nous relevons... Il y a le clientélisme avec les faux diplômes. Nous relevons cela et les faux diplômes. Et quand vous fouillez, c'est que l'administration de l'OTR a été bernée parce qu'il y avait un délai très court pour passer le concours et on avait voulu que les gens apportent les... Mais pour mettre une institution sérieuse en place, on ne peut pas... En heure de temps, on ne pouvait pas vérifier tout. Et c'est ce qui a fait que le chargé au recrutement... C'est important ce que je veux dire. Voilà. Le chargé au recrutement avait dit que je prends vos diplômes sous réserve. Après, nous allons vérifier. Et s'il s'avère que certains ont
amener mais des faux diplômes, Ibrahim, c'est à leur risque et péril. On ne peut pas la dédouaner. On ne peut pas le C'est un travail qui a été fait, un travail sérieux qui a été fait. Mais sauf qu'il y a certains qui sont revenus de la diaspora avec des diplômes fantaisistes. Et on ne pouvait pas tout de suite vérifier à l'université d'Oxford qui est venu avec son bachelor et vérifier en même temps. D'aucuns sont venus des États-Unis, de l'université de Washington, d'autres sont venus de Georgia. Mais il y a des gens qui sont venus avec des diplômes et automatiquement on ne pouvait pas vérifier. Mais c'est quand même c'est une institution sérieuse, non? On voulait de la compétence, de la main-d'œuvre. Voilà. Maintenant que les gens ont été recrutés, maintenant il y a des enquêtes qui sont menées. Et ça, au fil des enquêtes qu'on commence par détecter les faux diplômes. Et parmi ces faux diplômes, il y a des gens qui sont innocents. Je peux prendre le cas du baccalauréat par exemple. Il y a des gens qui ont fait des réclamations, mais qui ne sont pas passés par le circuit conventionnel. Ils sont passés par des gens qui se disaient, bon, nous allons t'aider à faire la retraite. Oui, comme vous venez de le dire. Et après, on leur amène le diplôme et ils commencent sur le marché de l'emploi sans savoir que c'était le faux voilà. qu'ils avaient. Effectivement. Donc, voilà aussi des cas. Et donc, il faut traiter cette affaire de faux diplôme-là avec tact. Nous qui sommes sortis de l'université de Lomé, mais nous avons des traces. Quand on prend nos diplômes, on va se référer. Il y a des choses, des canards qu'on va retrouver. Il n'y a même pas de problème voilà. qui se pose revenons sur l'aspect financier même du Togo. Je parle de gestion. Est-ce qu'elle est bien faite, cette gestion? La gestion au Togo, elle est mauvaise. Parce que nous avons le phosphate, hein, le troisième ou deuxième meilleur dans le monde entier. Mais l'exportation, le deuxième, voilà, effectivement. Mais comment expliquer qu'on n'arrive pas à remettre tout cela dans le... Il y a une bonne volonté de gérer. Et le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, en venant au pouvoir en 2005, l'avait dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que il parlait de la politique de renouveau. Mais il s'est fait que, au cours de sa gestion, il faut avoir le courage de le dire, il y a certains individus qui ont peut-être surfer sur leur amitié avec le chef de l'État pour poser des actes vraiment regrettables et des actes qui n'ont pas favorisé et avantagé le Togo. C'est le cas, par exemple, de ces directeurs de sociétés-là qui pillent allègrement les ressources du pays et, de façon ingénieuse, vont construire soit des villas ou acheter des véhicules. Le président a dit qu'il y a une minorité. Des populations pour dire que le président a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, mais il n'a pas donné l'exemple en arrêtant une personne. Il n'y a pas eu d'arrestation. Vous savez, on n'arrête pas sur le simple coup il y a eu des détournements. On n'arrête pas sur le simple ces personnes circulent toujours à l'eau. Il y a des investigations qui se font. C'est pourquoi, si vous suivez un peu, vous avez suivi. C'est un coup d'humeur parce qu'il y a des vérités. Vous avez suivi son discours du 2 janvier dernier, où le chef de l'État disait que la corruption devait être combattue avec méthode. La méthode, c'est quoi? La méthode sont des audits. Vous savez, quand on commandite des audits, ça prend du temps. Et quand on finit le rapport d'audit, il faut maintenant déceler les failles là où ça n'a pas marché et pour pouvoir situer les responsabilités. Quand on parle d'une investigation, l'investigation aussi ça prend du temps. Monsieur Jérôme, quand il a des dossiers sensibles et il veut investiguer, ça lui prend du temps. Vous savez aussi qu'au Togo, nous avons la rétention de l'information. Ça fait que tous ceux qui vont pour investiguer se heurtent à des, comment on le dit là, à des situations qui compliquent le travail qui doit être fait en matière d'investigation. Et tout ça là, nous en sommes conscients et je pense que les autorités togolaises vont, les jours à venir, déblayer le terrain, faire de telle sorte que le travail d'audit soit rapidement fait, commandité au niveau des sociétés d'État. Il y a pour Togo Télécom qui est disponible et le bureau de Togo Télécom est là, il se promène. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'alors, on n'arrive pas à l'amener. On ne va pas citer quand même, on va généraliser. Ça ne se fait pas sur le coup d'humeur, comme je venais de le dire. Voilà. Il y a un temps pour tout et je pense que les autorités togolaises arriveront quand même un beau jour à situer les responsabilités et à surtout à récupérer les fonds. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que telle personne est complice ou bien est coupable de détournement et on le vire de cette structure et il va y jouer allègrement des milliards qu'il a pillés. Voilà. Il faut récupérer les fonds. On parle de la gestion de l'État, on ne parle pas de la gestion d'une épicerie. Excusez-moi de le dire comme ça. Le Togo n'est pas une épicerie. De toute façon, je dis, c'est pourquoi je dis qu'on parle de la gestion de l'État. Voilà. Si tout à l'heure, Ibrahim me disait que qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un sur le coup d'humeur. Mais il s'agit du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé lui-même, qui a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens de l'État. Je pense qu'il ne s'est pas réveillé un beau matin pour plaisir, pour le dire. Il devait quand même avoir quelques bases sur lesquels il s'est mis pour dire ça. Et je suis d'avis que M. Faure Gnassingbé, c'est tout ce qui constitue
Cette minorité-là qui pille le pays. Sauf qu'il ne veut pas quand même, peut-être, tu venais de le dire, il y a ses amis, ses frères, qui peut-être se disent, M. Faure Gnassingbé est notre ami, on peut faire tout, il ne nous dira rien. Et justement, ils ne disent rien absolument. Parce qu'on ne va pas me dire que M. Faure Gnassingbé ne connaît pas ce groupe-là de minorités qui s'accapare des biens du pays. Sinon, mais il n'est pas un chef d'État. Il ne peut pas se lever pour dire des choses comme ça. Parce que peut-être pour faire plaisir au peuple togolais ou comment. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et donc, M. Faure Gnassingbé devait quand même commencer par nous arrêter ceux qui constituent cette minorité-là. Mais ça peut prendre du temps mais aussi. Depuis là, il a fait cette déclaration il y a déjà longtemps. Et lorsqu'il disait que dans l'administration, on fait la facturation, la surfacturation. Mais il sait de quoi il parle. Il le sait très bien. Et donc, on ne peut pas nous dire que ce sont des humains. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de dire. Et maintenant, nous, on connaît quand même des gens. Il y a quelqu'un qui avait géré le FER, le Fonds d'entretien routier. M. Tchansi, par exemple, il est aujourd'hui aux côtés de M. Faure Gnassingbé. Et quelqu'un-là qui avait quand même fait de la bourse de l'argent du pays, qu'entre-temps, on l'a sauté de sa place, il est revenu, on l'a mis à côté pour être un conseiller. Tu parlais tout à l'heure de Togo Télécom. On sait tout ce que M. Sambikassa avait fait. Voilà. On avait même retiré sa signature avant de la lui remettre. Et puis encore, on l'a sauté. Et le gars, il y a des gens qui sont là et que M. Faure Gnassingbé connaît assez bien et qui constituent cette minorité-là qui s'accapare du pays. Je vais parler un peu de l'OTER. C'est vrai que tu le disais un temps. L'OTER fait aujourd'hui plus de mal aux Togolais que lorsque la douane était là. Aller au port. Mais ceux qui sont au port, là, crient tous les jours. Il n'y a plus de transitaires au port, il n'y a plus de marchandises, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont trouvé une autre opportunité. Le Bénin vient de faire une très belle élection. Mais des gens sont partis là-bas. Et l'économie togolaise devient alors quoi en ce moment? Et donc, l'OTER fait plus de mal que de bien aujourd'hui au peuple togolais. Il ne cesse de renvoyer, même ceux qui sont autour de nous, les petits commerçants, ceux qui sont dans l'informel. L'OTER lui tire sur tout ce qui bouge devant lui. On ne peut pas continuer par gérer un pays de cette manière. Alors qu'il n'y a même pas de revenus. Alors, il n'y a pas de revenus. On veut augmenter, comment appelle-t-on, l'économie du pays. En même temps, il y a des gens qui sont là, qui la pillent. Il y a des gens qui font fuir les opérateurs économiques nationaux. Maintenant, vous faites fuir des gens. Vous parcourez le monde, le globe terrestre, en disant que vous cherchez des investisseurs. Il y en a chez vous. Alors que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions sont la justice là, qui ne fait pas véritablement son travail. Vous chassez les opérateurs économiques de votre pays. Maintenant, vous voulez faire venir d'autres de l'extérieur. Est-ce que des gens sont aussi bêtes pour ne pas savoir ce qui se passe dans ce pays? Voilà. Quand même, il faut une méthode de gérer le pays là. Une autre réaction, par exemple, avant d'aborder notre sujet. À entendre Jérôme, c'est comme on tend vers une politique de l'apologie de choses, du refus de payer les impôts. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est comme si c'était de l'incivisme. Non, je le dis. Non, c'est tout pays. Jérôme, on en vient. Dans n'importe quel pays, ce sont les impôts qui arrivent à renflouer les caisses de l'État. Et de quelle manière? De quelle manière on le fait? Dans tout pays. De quelle manière on le fait? Ce sont les impôts, les recettes. Personne ne refuse. Qui arrivent à amener l'État à vivre. Et au Togo, lorsqu'on a créé l'OTER, c'est pour renflouer plus les caisses de l'État. Et quand tu me dis que les petits commerçants, les petits de l'informel sont traqués, mais justement, il faudrait qu'on aille vers la formalité. Quand on évolue dans l'informel, c'est beaucoup de milliards qui échappent au contrôle de l'État. Donc, savoir de quelle manière l'OTER doit agir pour renflouer les caisses de l'État. C'est-à-dire que... De cette manière, on va parler à tout de suite. Lorsque nous parlons tout de suite de l'OTER, mais il y a la facture normalisée que l'OTER a instituée. Et cette facture normalisée permet la traçabilité de toutes les opérations. Et quand vous êtes un établissement, vous faites des chiffres d'affaires qui dépassent même le million, mais quand on vous demande la facture normalisée, c'est des formalités qu'il faut faire au niveau de l'OTER et vous l'avez. Le carnet se coûte combien? C'est à peine 3 000 francs.
Donc, je ne vois pas un opérateur économique ou bien quelqu'un qui s'essaie dans l'entrepreneuriat qui va refuser d'avoir la facture normalisée pour pouvoir faire ces opérations. Vous dites que les opérateurs économiques sont en train de fuir. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que les taxes au niveau du port sont devenues vraiment exorbitantes, et ça fait que les opérateurs ne se retrouvent plus. Donc, c'est un travail qui doit se faire au niveau de l'OTR pour voir s'il faut aller vers, comment l'appelle-t-on, vers la diminution des taxes, ou bien s'il faut donner mettre en place un mécanisme incitatif pour amener les opérateurs à plus investir. Je me rappelle au temps de la douane, il y avait un travail d'accord et de négociations qui se faisaient entre l'administration douanière et les opérateurs économiques. Vous pouvez amener des marchandises et sur la base de confiance, les décharger, les sortir et après aller restituer de l'argent. Mais avec l'OTR, c'est là aussi le mal quand vous prenez un étranger pour venir travailler chez vous. Parce qu'il ne connaît pas la réalité et ça crée des ennuis. Ceci ne se passe plus. Donc ça fait que les petits commerçants qui sont au Togo, qui passaient par ces artifices pour pouvoir s'en sortir, sont maintenant mis hors circuit. Et ça fait qu'on a moins d'entrepreneurs actuellement. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait au niveau de l'OTR pour comprendre le côté humain de la chose et comprendre d'abord le contexte économique dans lequel nous évoluons pour que les gens aillent... Ce sont des choses qui n'ont pas été faites. Des choses qui n'ont pas été faites. Pourquoi? Parce que c'est un étranger qui a la tête. Ayons le courage de le dire. C'est un étranger qui ne maîtrise rien de notre économie, qui ne maîtrise même pas la structuration de notre société. Vous comprenez que quand vous amenez un étranger, que vous débarquez dans une structure, l'étranger va viser seulement son business et son cahier de charges. On m'a dit de faire 500 milliards, je vais passer par tous les mois. S'il faut saigner même les Togolais, je vais les saigner pour avoir les 500 milliards pour amener. C'est là aussi le mal. Je pense que les autorités togolaises doivent revoir ce contrat. M. Gaperi n'est pas l'homme intelligent. Il n'est pas le plus intelligent que ceux que nous avons au Togo. Et en dehors de ça, actuellement même, c'est comme il y a une légion étrangère qui s'accapare de l'OTR. Parce que quand vous attendez des choses, c'est ahurissant. C'est comme si vous n'êtes pas, dans votre propre pays. Et si on ne compte même pas sur les compétences locales pour pouvoir gérer le pays. Là, c'est dommage. Quand on doit toujours faire appel aux étrangers, on dit qu'à l'OTR, quand vous allez, les experts, c'est des étrangers. Le Togo n'a pas d'experts, peut-être. On n'a pas d'experts. Et pourquoi nous fréquentons? Alors là, il faut fermer les universités togolaises parce qu'on n'a pas confiance aux Togolais. Donc, les Togolais, la qualité de l'enseignement. C'est pour ça qu'on même on gaze les étudiants. Voilà. On va quand même aborder un autre chapitre, un autre aspect même de ces 56 ans d'indépendance. Nous allons nous apaisantir un peu plus sur le volet politique. En politique, apparemment, rien ne marche. Parce que l'opposition d'un côté, qui est fidèle à sa méthode, le régime aussi qui s'accroche au pouvoir. Aujourd'hui, c'est toujours un statu quo sur le plan politique, pas de réforme, pas de décentralisation, les discussions à choc sur toutes ces questions. Mais nous allons un peu commenter cette réaction, ce propos du président de l'ANC. Je vais parler du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui dit qu'il n'assistera pas aux cérémonies officielles du 27 avril. Jérôme Soso, réaction? Mais, moi, franchement, la politique qu'on fait actuellement dans notre pays devient de plus en plus ridicule. Véritablement ridicule. De l'autre côté, celui qui gouverne le pays refuse systématiquement de respecter la Constitution. Et d'un autre côté, le chef de file de l'opposition, les opposants aussi refusent systématiquement de respecter leur prérogative. Ils ont avancé certains arguments parce que quand, par exemple, l'ancien ministre, je veux parler du ministre Yac, voilà, il a parlé il a parlé du ministre de l'administration. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Jean-Pierre Fabre, que je respecte beaucoup. Je ne pense pas que s'il est le chef de file de l'opposition, ça lui donne tous les droits possibles. Oui, mais les thèmes de ce titre préconisaient qu'il puisse avoir une réponse. Par exemple, quand il s'adresse à un ministre, il a l'obligation d'avoir une réponse. Attendez, je ne suis pas... Mais quand, par exemple, c'est un titre qui a été donné juste pour le narrer. Non, mais je ne partage pas quand même ce point de vue. Ce point de vue-là, dans la mesure où, d'abord, il y a un gouvernement qui est formé, il y a le Premier ministre, le chef du gouvernement, il y a le président de la République, c'est-à-dire qu'il y a, comment appelle-t-on,
tout ça là. Les institutions. Et le ministre a droit de rendre compte à son premier ministre qui, à son tour, rend compte au chef de l'État. Au cas où on ne peut pas rendre compte, on ne peut pas... Je ne suis pas d'avis que systématiquement on se dit que le ministre de la Sécurité n'a pas... Enfin, il peut envoyer une lettre au ministre de la Sécurité, quitte maintenant au chef de gouvernement d'accepter que le ministre de la Sécurité, puisque le gars est sous quelqu'un. Oui, mais s'il est sous quelqu'un, est-ce qu'il a le droit de répondre quand même? Non, mais c'est là où j'en viens. Voilà. Je dis, le chef de... Enfin, le ministre de la Sécurité peut répondre à monsieur le président de l'ANC, c'est le chef de file de l'opposition. Je suis d'accord. Maintenant, le ministre de la Sécurité, M. Yak, est sous quelqu'un. Il faudrait que le Premier ministre lui donne l'autorisation. Est-ce que le Premier ministre lui a donné l'autorisation de répondre de la manière dont il a fait à Canal? Peut-être oui. Peut-être oui, je n'en sais, puisque je ne suis pas... voilà. Il a quand même donné une réponse. Voilà. Peut-être que c'est M. le Premier ministre qui lui a donné de répondre de cette manière-là. On ne sait pas. Voilà. Donc pour moi, je dis que quand on est chef de file de l'opposition, je ne pense pas qu'on a tous ces droits-là pour quand même demander à ce que... c'est pas les tests, c'est les tests qu'il a préconisés. Moi, je n'en sais rien. Peut-être oui. Mais ce que je dis... comment appelle-t-on les tests, son statut dit qu'il a des droits et des devoirs. C'est ce que je disais en temps. Son devoir, peut-être, c'est assister aux côtés du chef de l'État, machin. Et il a aussi ses droits. Son premier droit, c'est signer le décret qu'il est chef de file de l'opposition. D'accord. Maintenant, si pour un simple décret que M. Jean-Pierre ne veut pas respecter, vous avez vu vous avez entendu tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans le pays, et tous les commentaires possibles que des gens font, parce que M. Fabre a déclaré qu'il ne va pas assister à ces événements parce qu'il a donné justement des raisons. Je partage, il y a certaines raisons que je partage pleinement et d'autres que vous n'en partagez que je ne partage pas. Voilà. Il y a pleinement des raisons que je partage, qui lui donnent d'ailleurs ces raisons-là pour ne pas assister, de boycotter, dans la mesure où le chef de l'État même, qui devait être le premier exemple, qui refuse systématiquement de respecter les accords. D'abord les accords, et plus grave, la Constitution. La Constitution demande au chef de l'État de faire quoi? De se présenter devant l'Assemblée nationale au moins une fois dans l'année pour dire machin, comment. Il ne le fait jamais. Il ne l'a jamais fait. Et donc, s'il ne respecte pas la Constitution, quelle est l'obligation maintenant du chef de file de l'opposition? De respecter un simple décret présidentiel. Moi, je ne vois pas. Et donc, moi, à mon avis, c'est un faux débat que les gens sont en train d'instaurer. Que des gens ont instauré peut-être pour dénigrer quelqu'un ou pour protéger. Un faux débat selon vous, Ibrahim? Non, c'est un vrai débat, dans la mesure où M. Fabre, qui est le chef de file de l'opposition, dit qu'au cas où on lui envoyait une invitation, il ne va pas répondre à cette invitation. C'est là où c'est dangereux, parce que je me demande quelle culture M. Jean-Pierre Fabre veut donner à la postérité. Il est citoyen togolais, et quand on parle d'une fête nationale, ce n'est pas la fête de unir. Le 27 avril, ce n'est pas la fête de unir. Oui, mais ce n'est pas la fête... Quand vous donnez des droits et des devoirs, vous ne respectez même pas. C'est la fête nationale, la fête de l'indépendance. Et donc, tout Togolais a obligation de se soumettre à tout ce qu'il y a comme programme officiel. C'est l'État togolais qui organise ça. Ce n'est pas M. Faure Gnassingbé qui organise la fête de l'indépendance. C'est la nuance. Il faut éviter les amalgames. Je pense que ce sont les amalgames qui font que certaines fois, on s'écarte de l'essentiel et on s'attarde sur des questions de périphérie. Ça devient une politique de spectacle. Il faut aller vers l'essentiel. C'est la fête que le Togo, une commémoration que le Togo peut organiser. Voilà. Donc, en tant que chef de file de l'opposition, s'il est invité, il doit y répondre. Ça, il n'y a même pas à dire que je ne vais pas aller ou bien sûr, parce que après tout, l'opposition, mais ce n'est pas sa marque, ce n'est pas une marque déposée ou bien ce n'est pas une firme à lui et il faut dire qu'il contrôle cela. C'est le hasard qui a fait que ce soit M. Jean-Pierre Fabre qui incarne. C'est le hasard. Il dit bien le hasard. C'était le loi qui avait été étalée sur mesure. Quand il dit le hasard, c'est parce que nous sommes en 2016 et actuellement, quand on veut se référer
au nombre de députés de l'opposition le plus important, au nombre de députés, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le nombre qui est plus important. C'est dû à l'effet du hasard, c'est pas dû à l'effet du hasard. Quand il dit le hasard, c'est pour vous dire que ça, on a pris le décret d'application et ça a coïncidé, une coïncidence autant pour moi, ce n'est pas un hasard, c'est une coïncidence. Ce n'est même pas une coïncidence. Et ça a coïncidé avec le moment où M. Jean-Pierre Fabre au moment où les députés de l'ANC sont numériquement supérieurs au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je parle d'une coïncidence et non un hasard. Autant pour moi. Bon, maintenant, quand on invite un leader de l'opposition, un chef de file de l'opposition à une fête, à la commémoration officielle du 27 avril, d'abord, c'est un honneur parce qu'on a reconnu la place de protocole que le chef de file et le chef de file de l'opposition occupent dans le pays. Et je pense qu'il doit répondre à cela. Et en dehors de ça, quand on fait la politique, je le disais tantôt, il ne fait pas la politique pour sa famille, il fait la politique pour les Togolais. C'est pour le peuple togolais. Et donc, il doit respecter la nation togolaise. Et donc, pour respecter la nation togolaise, il faudrait qu'il soit là. Mais si M. Faure Gnassingbé refusait d'aller à la commémoration officielle, le chef de l'office de l'opposition a aussi des raisons de refuser. Est-ce qu'il respecte? Donc, il ne faut pas faire des amalgames. Ne faisons pas des amalgames. C'est pas vice-versa, ça doit être vice-versa. N'allons pas sur des terrains qui n'ont rien à voir avec la commémoration du 27 avril. Voilà. C'est parce que les raisons évoquées par M. Jean-Pierre Fabre ne tiennent pas la route. Ça ne tient pas d'abord la route, ça ne tient même pas parce que ça n'a rien à voir avec la commémoration du 27 avril. Oui, le 27 avril, c'est notre indépendance. Voilà. Nous allons, pour nous souvenir des braves combattants là qui ont lutté pour que le Togo soit indépendant. Monsieur Ibrahim, quand on veut rendre hommage à ces hommes, il n'y a pas question de dire qu'on est de l'opposition, on est Togolais. C'est une fête nationale. C'est une fête nationale, on est Togolais, on doit se retrouver derrière. Oui, mais il faudrait que ces conditions, mais il faudrait aussi que les conditions soient réunies pour qu'on puisse unir tous les Togolais. Vous parlez de quelles conditions? Monsieur Jean-Pierre Fabre, est-ce qu'on ne l'a pas reconnu comme chef de file de l'opposition? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ces activités politiques sont empêchées? Voilà. Est-ce qu'on ne le reconnaît pas comme un opposant? Supposons les arguments qu'il a énumérés. Il est député de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à preuve de contraire, il voyage pour des missions dans le cadre de l'Assemblée nationale. Tout récemment, il était à Bruxelles. Aux frais du contribuable togolais. Voilà. Maintenant, et quand il va prendre les bons d'essence à l'Assemblée nationale, et quand il va prendre ses émoluments, pourquoi ne refuse-t-il pas? Parce que le chef de l'État n'a pas fait ceci, le chef de l'État n'a pas fait ceci. Soyons sérieux, quand on veut poser des actes, posons des actes de façon républicaine. Tu es en train de déplacer le débat. Non, voilà justement. C'est parce qu'on a déplacé aussi le débat de son contexte. Nous sommes obligés aussi d'avancer. On va revenir, s'il vous plaît. Vous permettez. Voilà, rapidement. Si on prend le programme officiel, il n'y a même pas une place laissée. Mais allez, je ne sais pas si tu as scruté déjà le programme officiel pour le cas de la festivité de la commémoration. Quand vous prenez le programme, il n'y a même pas une place réservée au chef de file de l'opposition. Mais comment vous allez dire des choses comme ça? Moi j'ai lu le programme. On dit d'assister au défilé. Vous comprenez avec moi qu'il y aura des chaises là-bas. Et sur chaque chaise, on mettra chef de file de l'opposition. Au chef de file de l'opposition, quand il vient, il aura sa place. Je me rappelle, l'année dernière, on va mettre la balle à terre. On va mettre la balle à terre. Mettons la balle à terre. On va avancer, s'il vous plaît. On va mettre la balle à terre. Il ne va pas pour s'il vous plaît, on va mettre la balle à terre. Ce que tu es en train de dire, tu donnes plutôt raison à M. Fabre de refuser. Dans la mesure, quand tu dis que il faut qu'il y aille, il va trouver une place sur le. Où on a écrit chef de file de l'opposition. Alors là, tu lui donnes raison de ne pas aller. Et si là, qu'est-ce que te prouve que véritablement, quand il va là-bas, il va trouver une place assise? Et normalement, il y a l'invitation. On va lui envoyer l'invitation là. On va pas au téléphone. On va mettre la balle à terre, s'il vous plaît. On va mettre la balle à terre. S'il vous plaît. C'est moi qui dirige. S'il vous plaît, on va fermer cette parenthèse. Si vous ne voulez pas. C'est important. J'en viens, Jérôme, on va mettre la balle à terre, on va parler à tour de rôle pour qu'on puisse comprendre. Là, vous avez la parole. Alors, Ibrahim, on considère le chef de file de l'opposition comme une institution.
comme l'a prévu le décret. Voilà. Et si véritablement c'est une institution de la République. Et donc je crois que quand on réserve une place, c'est-à-dire que dans le programme, l'arrivée du chef de l'État, l'arrivée du Premier ministre, l'arrivée du chef du président de l'Assemblée nationale, je crois à mon avis qu'on devait mettre quelque part là, à telle heure l'arrivée du chef de file de l'opposition. Et comme cela, on donne une valeur à la chose. Voilà. On donne une valeur à la chose. Et comme ça, si M. Fabre refuse, et là, moi aussi, je peux quand même l'accuser. Maintenant, sur le programme, il n'y a rien qui se figure de cette manière-là. On dit qu'il faut qu'il aille là-bas parce qu'on l'a envoyé une invitation. C'est quoi une invitation? Et si véritablement il arrive là-bas, il ne trouve pas sa place à s'asseoir. Et d'ailleurs, il va s'asseoir. Même s'il va, il va s'asseoir parmi des gens comme des individus de la République ou des personnalités de la République qui sont arrivés pour s'asseoir. Non, je crois qu'il a une institution importante. C'est pourquoi son refus, sa déclaration, et comment peut-on constitue des débats. Donc, si c'est cela le cas, véritablement, à mon avis, quand on dit l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, l'arrivée du Premier ministre, l'arrivée on doit mettre quelque part là-bas, en bonne et due forme, l'arrivée du chef de file de l'opposition. Et comme ça, là, on lui donne plus de respect. On donne plus de respect. Voilà. Il y aura peut-être pas de débat. Parce que nous allons vers le culte de personnalité. Non, c'est pas ça. Parce que quand on parle des institutions, il y a plusieurs on avance. Alors, autant mettre arrivée du président de la HAC, arrivée du président de la HAC, arrivée du président de la HAC. On avance. C'est le culte de la personnalité. S'il vous plaît. Il ne va pas faire un discours. On avance. S'il vous plaît, on va avancer dans les échanges. S'il y a une place pour faire le discours, on va fermer cette parenthèse. On va fermer. Je dis, il est invité. On ferme cette parenthèse. Il y a des droits et il y a aussi des obligations. S'il vous plaît, on va fermer cette parenthèse. Nous faisons un débat contradictoire et c'est mieux quand même qu'on puisse entendre à un certain niveau. Nous allons avancer, si vous le permettez, avec cette situation qui perdure au quart. Nous avons appris en milieu de semaine cette nouvelle missive envoyée par le président actuel. Il s'agit de Jean-Pierre, Monsieur Apevon. La crise s'éternise au quart. On croyait peut-être que les choses allaient s'arranger. Et Ibrahim Atia. Nous avons appris qu'il y a eu même des réunions avec des armes blanches. Je ne sais pas si vous avez eu également. Non, vous savez, la situation au quart est une situation déplorable et vous savez que quand on a un monument de la politique togolaise comme Maître Agboibo qui n'arrive pas à recadrer les choses, c'est que ça commence par inquiéter. Ça inquiète en ce sens que si nous savons la valeur de ce monsieur, Maître Agboibo, je vais parler de lui, et que ce soit lui-même qui soit au centre même de cette crise, ça fait mal et je me demande si monsieur Agboibo ne veut pas laisser un bon souvenir de lui sur la scène politique nationale. C'est déplorable et il faudrait que les amis du quart, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de s'appeler, se réunissent vite et arrivent à trouver une issue favorable à cette crise qui, à mon avis, n'est pas de nature à donner une bonne image au quart et la place que le quart doit avoir sur l'échiquier politique national. Voilà. Et rapidement, une réaction par rapport à la situation du quart avant d'aborder le dernier sujet. Oui, mais je suis complètement abasourdi de voir cette crise perdurer jusqu'à ce jour dans ce grand parti dirigé pendant longtemps avec beaucoup d'expérience par Maître Yaoui Agboibo. Et si même on se réfère à tout ce que représente Maître Yaoui Agboibo sur le plan politique, sur l'échiquier politique togolais de 90 jusqu'à sa peut-être retraite ou son retrait peut-être de la vie politique. Son retrait de la vie politique. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette crise-là va donner l'impression d'une crise de, je ne sais pas, de petits enfants qui ne veulent pas se comprendre. Et puis bon, chacun fait la sourde oreille et puis peu importe les conséquences, les dégâts qui vont en découler. Je crois que Maître Yaoui Agboibo a suffisamment d'expérience pour trouver une solution durable à cette crise-là. Je ne pense pas qu'à mon avis, qu'on quand même penser à s'appuyer sur des gens ou des raisonnements ou des raisons qui, à mon avis, ne peuvent pas permettre. Et donc, aujourd'hui, chacun
de son côté, devait comprendre qu'il est grand temps que cette crise-là finisse. Voilà. Autant de donner raison au pouvoir en place, que si dans leur petit parti, ils n'arrivent pas à faire l'alternance, parce qu'on nous demande de faire l'alternance à la tête du pays. Et donc, si véritablement, puisque dans l'opposition tout entière, c'est ce qu'on constate, on refuse systématiquement de faire l'alternance à la tête des partis, dans les petites structures. Voilà. Alors que ce que nous réclamons, ce que nous combattons au niveau de certains, on le fait. Cela veut dire qu'on donne raison à ceux-là, peut-être à Fonia Sigui, son groupe, de refuser de continuer de refuser de faire les réformes qui permettront d'aller à l'alternance à la tête du pays. Voilà. On va, si vous le permettez, aborder la dernière ligne droite de cette émission. On va parler de cette réconciliation qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. La presse nationale, aussi bien qu'internationale, en a parlé. Je vais parler de cette réconciliation qui a lieu entre Patrice Talon d'un côté et de l'autre côté, Yahi Boni. Une réconciliation orchestrée ou organisée par les deux chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Je vais parler du Togolais Faure-Issa Gnassingbé et de l'Ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Réconciliation. La presse togolaise n'a pas fait des cadeaux au président Faure. Oui, et pourquoi on n'a pas fait de cadeaux au président Faure, c'est parce qu'on n'a pas voulu comprendre les soubassements de cette réconciliation. Oui, je dis les soubassements de cette réconciliation parce que si vous prenez Patrice Talon et Yahi Boni, c'est des amis. C'est des amis. Et il y a eu... au niveau des... Bon, si je prends un peu ce que nous avons vécu tout récemment, c'est parce qu'il y a eu une élection à laquelle a pris part plutôt Patrice Talon. Yahi Boni n'était pas candidat, mais soutenait un candidat contre Patrice Talon. Donc il va forcément y avoir comment l'appelle-t-on, un bruit entre les gens. Pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis? Pourquoi ils n'ont pas fait? Mais aussitôt après les élections, et lorsque c'est M. Talon qui a gagné les élections, vous avez vu que quelques heures avant l'investiture à Porto Novo, M. Talon est allé au palais de la Marina rencontrer Yahi Boni et il a eu droit même à un joli cadeau. La Sainte Bible lui a été offerte par Yahi Boni. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas à proprement parler de bruit entre eux, mais seulement il y avait quand même des dossiers sur lesquels aussi il fallait s'entendre. Voilà. Et mais ça ne pourquoi devait pas se chef faire, d'État togolais et le président ivoirien n'ont pas résolu cette crise depuis? Ils ont attendu après la réélection de M. Patrice Talon pour résoudre ce problème. Alors qu'il y avait ce problème bien avant, alors que Yahi Boni était au président. Oui, mais il y a un contexte aussi que nous ne devons pas perdre de vue. Il s'est fait qu'il y a eu un scénario d'empoisonnement de Yahi Boni. Et au centre de cette affaire, il y avait Patrice Talon qui a été cité. Il y a aussi une affaire de coup d'État. Et on voyait toujours aussi la main de Patrice Talon. C'est ce qui l'a contraint à l'exil. Il était en France. Et c'est à quelques temps, à quelques mois des élections, que Yahi Boni a dit en bon béninois que je pardonne à mon frère Patrice Talon, il peut rentrer au pays. Et Patrice Talon est rentré. Ça aussi, c'est une valeur que nous reconnaissons à Yahi Boni, le sens du pardon. Et ce sens du pardon a continué jusqu'à ce que même ce qui les divisait a été d'une manière ou d'une autre soldé. Ils se sont retrouvés à Abidjan pour mettre au clair leur affaire et dire que bon, dorénavant, je ne constitue pas une menace à toi. C'est vrai que je suis un ancien chef d'État, je serai au Bénin, mais je ne fais pas influencer ta politique. Voilà. Et Patrice Talon aussi, qui a donné son accord de gentleman en disant que je vous promets que je vais bien gérer le Bénin. Vous voyez que c'est des gens qui, à un moment donné, ont mis l'intérêt de la nation au-dessus de toute chose. Au-dessus des intérêts des petites considérations. Jérôme Sossou, la presse togolaise n'a pas fait de cadeau au président parce qu'elle dit qu'au lieu de réconcilier d'abord les Togolais, on ne pense pas à cela, mais on pense plutôt réconcilier les autres. C'est tout à fait normal. Voilà. Si sa case brûle, je ne pense pas qu'on devait quand même la laisser pour aller éteindre le feu de la case du voisin. Et si aujourd'hui on a M. Pacha en prison, on a ses co-accusés, il y a l'affaire de, comment peut-on, de Mango, il y a Mango qui ne veut jamais finir avec... il y a tellement de choses dans le pays que on n'arrive pas
à faire. Le président bien sûr, on appelle François Hollande, Sarkozy, fort. Il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Comment appelle-t-on? La CVJR a dit beaucoup de choses que M. Faure n'arrive pas aujourd'hui à faire. Et il laisse tout ça là pour aller réconcilier deux amis, deux frères et amis. Ils étaient des vrais amis parce que, je me rappelle, en 2011, tout le monde sait que c'est Patrice Talon qui a fait venir au pouvoir. Même en 2006. À 2006, tout à fait. Il y a Iboni. Et maintenant que ces deux amis ont des problèmes, c'est M. Faure qui aussi a tellement de problèmes, qui a plus de problèmes que Talon et Yaïboni, qui ne veut pas résoudre ces problèmes, s'il veut aller résoudre des problèmes ailleurs. Ça fait un paradoxe. Et le paradoxe, ça s'appelle le paradoxe togolais. Je vais dire quelque chose de très bref. Rapidement, parce qu'on a moins d'une minute. Voilà. Si Ibrahim le disait tout à l'heure, on parle au niveau de Cotonou, on parle d'empoisement de Yaïboni qui va aboutir peut-être à la déstabilisation du pays, du pouvoir. On parle du coup d'État qui va aboutir à la déstabilisation du pays. Ici au Togo, on parle de Batiania Sigbe qui l'aurait tenté à un coup d'État qui aussi va aboutir à la déstabilisation du pays. Et si de l'autre côté, Yaïboni, en un premier temps, a pardonné Patrice Talon qui était à l'extérieur, qui l'a accepté. Il est venu dans le pays pour devenir aujourd'hui président de la République. Voilà. On a laissé tout tomber. Et M. Faure Gnassingbé qui refuse, malgré la demande de grâce, voilà. Malgré on va espérer qu'ils vont se réconcilier. Malgré les tractations des chefs coutumiers, voilà. Malgré tout ce que les avocats, malgré tout ce que le peuple togolais demande, M. Faure refuse de libérer son petit frère qui déjà a bouclé 7 ans. Voilà. Il va aller réconcilier quoi et qui. Voilà. Et de la même manière, on n'a plus de temps. Justement, de la même manière, c'est l'autre président, M. Ouattara, qui me fait rire également. Qui me fait rire dans la mesure où il y a eu il a transporté. Je pense qu'il faut dire à Jérôme que la réconciliation, ce n'est pas M. Faure Gnassingbé et M. Ouattara qui se sont saisis de l'affaire. Ils ont été sollicités. Est-ce que déjà n'ont pas sollicité? Voilà, fin de cette émission. Merci. Est-ce que déjà n'ont pas sollicité? Merci de nous avoir suivis. J'étais avec Jérôme. Merci. Merci à vous, Ibrahim Atia. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci également à vous, Jérôme Soso, directeur de publication du journal Le Triangle des Azeux. Merci à la maison de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de l'émission Le Point. Au revoir.